On y va pour un départ. Wrestling is American Opera. Aujourd'hui, je vais vous parler de lutte professionnelle dans une communication que j'intitule « Le monstre où l'on catch ». Évidemment, un colloque portant sur le monstre m'ouvrait les portes grandes ouvertes pour parler de PCO, un lutteur qui s'est transformé à plusieurs reprises durant sa carrière. J'ai appris récemment qu'il a appris lui-même à être le descendant d'un pirate. Et donc, il y a un moment où il a mis une pause sur sa carrière, il a joué et interprété son arrière-arrière-grand-père, et ensuite, il est revenu à son identité origine, qui est Pierre-Carl Ouellette. Je trouve ça très intéressant. Mais la véritable réflexion sur Pierre-Carl Ouellette a débuté lorsque je lisais les propos de Joey Eichrick sur le monstre, dans lequel il parle de la nature changeante des incarnations du monstre, surtout si on pense aux dernières années. Il dit « Each adaptation tries to offer a new spin to tailor Shelley's story to a new technological and social moment. In the past decades, there's been a telling trend. Our Franken creatures aren't hideous, they are sexy. » Eichrick continue en parlant notamment du Ex Machina de Alex Garland et le Frankenstein de Stuart Beattie, dans lequel Aaron Eckhart pavane son six-pack monstrueux, qui mieux. Notez les abdos, ils reviendront sûrement dans notre exemple principal. L'idée d'un monstre qui se transforme implique l'idée de transfictionnalité, telle que théorisée par Richard Saint-Gelais, qui l'explique comme étant la capacité que possèdent certains objets de fiction à voyager à travers de différentes œuvres. Voyons ce que le monstre devient dans le ring. Dans la confrontation datant du 14 juillet 2018, cette photographie-là mérite un peu d'être expliquée. C'est post-match, en fait, c'est ce combat-là qui a eu lieu le 14 juillet 2018. Pierre-Carl Ouellette, qui est connu affectueusement sous le nom de PCO dans la scène indépendante québécoise, est mis en combat contre Walter, ici un lutteur autrichien. Ce qui est saillant par rapport à la photo, évidemment, est la poitrine de PCO. Cette photo-là, elle est post-combat. Vous allez voir pourquoi est-ce que sa poitrine elle est à ce point-là cramoisie. Pierre-Carl a atteint sa renommée en faisant partie d'une équipe nommée les Québécois dans les années 90-2000. Il a actuellement 50 ans, mais c'est une équipe en fait très respectueuse qui a eu maintes combats contre une équipe canadienne qui s'appelle la Hart Foundation, de laquelle Bret Hart faisait partie, et le décédé Owen Hart. Donc, il y a peut-être quelque chose de grotesque et rigolo dans leur manière de représenter le Québec, notamment par le fait qu'ils ont des vestes du RCMP. Mais c'était une équipe dominante, si je peux le dire. Donc, Pierre-Carl Ouellette a quand même une bonne réputation dans l'industrie de la lutte professionnelle, peu importe ce qu'on peut voir actuellement. De l'autre côté, on a Walter, qui lui appartient à un groupe de lutteurs qui utilise le sobriquet Ringkampf, un nom qui évoque fortement le sous-texte fasciste et qui tente d'utiliser à fin de spectacle et d'intimidation. Donc, le combat était une preuve d'affection pour la scène locale, car le vieux héros se voyait, voici l'explication pour les vaisseaux sanguins éclatés, se voyait livrer toute une volée. Au rapprochement évident de la défaite, lorsque tout avait l'air perdu, l'acolyte démoniaque et véritable champion de tir au poignet, Destro, s'est précipité dans le ring avec une batterie d'automobiles et des câbles afin de redonner vie au presque inconscient PCO. Et c'est là que le French-Canadian Frankenstein est né. Un moonsault plus tard, qui est une pirouette assez exceptionnelle pour un homme de 50 ans de son gabarit. Un moonsault, c'est quand on se place dos au ring et qu'on saute, on fait un saut de l'ange inversé pour atterrir sur la personne. Donc, quelqu'un de, je crois que PCO est 6 pieds 2, 254 livres. C'est un défi de taille pour quelqu'un de sa taille et de son âge d'exécuter ça. Il gagne le combat. La scène québécoise entière hurle d'enthousiasme devant la venue de leur nouveau monstre. PCO vit un second souffle. He rises again, pour reprendre l'expression populaire. Un article publié à la presse, publié le lendemain du combat, nous révèle les ficelles de la création d'Astro, de son vrai nom Michel Roy, et celui qui a pensé au personnage PCO Stein, inspiré par la démarche saccadée de Ouellette dans la vraie vie. Rien de moins, PCO est maintenant usé par une carrière de lutte professionnelle, constate à quel point le personnage du monstre de Frankenstein peut lui servir à camoufler les blessures, mais aussi à préserver le spectacle malgré la douleur constante. Il explique « I began changing everything about myself at 35, and now I've got the gimmick I was meant to have. And thanks to my conditioning, I will feel like I'm 35 forever. I'm telling you the truth when I say I once had no idea who or what Frankenstein was before I took on this gimmick. But now I embody Frankenstein.
I have found the perfect wrestling gimmick for me, and there's no going back. This is a story of transformation. Quelques caractéristiques notables des lutteurs deviennent à la fois des rappels de la tradition, mais aussi des intertextes avec le monstre, tel que décrit par Shelley. Constat choquant, les attributs qu'on connaît du monstre feraient de lui un lutteur hors pair, si ce n'est que de sa force surhumaine et de sa vitesse que l'on voit à la fois dans le ring et dans le roman. Dans le roman, on le voit parcourir, monter des montagnes, tirer et ainsi de suite. D'autres références viennent aussi croiser avec les archétypes évidents du catch. L'électrocution évoque l'usage de la foudre que l'on associe au mythe de Frankenstein, mais est un rappel aussi des fameux hulking out de Hulk Hogan ou de Ultimate Warrior. C'est des moments où on puise l'énergie externe. Hulk Hogan le faisait avec les chants de foule. Ultimate Warrior, lui, le faisait en brassant les câbles de façon extrêmement vorace. On suspecte aussi qu'il y avait énormément de consommation de cocaïne qui se faisait pendant cette époque-là. L'énergie peut venir de toutes sortes de sources. Donc, nous devinons que les innovations qui ont suivi chez le personnage de PCO découlent d'une lente familiarisation avec l'œuvre. Dans l'année qui a suivi la transformation, les combats que PCO a eus ont eu toutes sortes de manifestations particulières. Dans un très célèbre, il s'est éliminé lui-même d'une bataille royale. Une bataille royale est un combat où plusieurs lutteurs occupent le ring et les personnes sont éliminées tour à tour en passant par-dessus la troisième corde. Et là, PCO, dans un moment de confusion qui est plus près du personnage de Frankenstein que du personnage de Pierre-Carl Ouellet, s'élimine lui-même et se disqualifie de la compétition. Il arrive aussi des moments où il attaque ses propres partenaires et est arrivé aussi un moment quand même assez inquiétant dans l'histoire de la lutte où PCO a fait ce qu'on appelle un suicide dive, donc un saut suicide à l'extérieur du ring, mais en n'ayant aucune personne pour le rattraper. Donc, c'est un glitch momentané de la conscience. Il se... Tout ça pour le spectacle. Ça rappelle le monstre qui garoche la fillette dans l'eau. Excusez le terme garoche, la familiarité. Qui garoche la jeune fille dans l'eau ou qui a peur du feu, même si ça provient seulement d'un briquet. Donc, pour pallier à ces problèmes-là, en fait, parce que en termes de contrat, PCO a été signé à une compagnie qui s'appelle ROH, mais Destro, lui, n'a pas été signé parce que c'est un accessoire, en quelque sorte, un accessoire très important en ce qui a trait de PCO, mais on a décidé de l'impliquer avec un autre personnage qui, lui aussi, a des grandes lignes, des grandes évocations par rapport au film d'horreur classique, un personnage qui s'appelle Danhausen. Donc, Danhausen, comme vous pouvez voir, a du maquillage de visage qui évoque d'abord et avant tout Pazuzu dans la série Exorcist, mais il est aussi une forme d'imitation hybridée du personnage de Renfield tel qu'il a été interprété par Dwight Frye. De plus, et nous le savons très bien, la participation de la foule dans un gala de lutte est primordiale, assez pour que leur implication ou leur absence d'implication torpille un spectacle de manière assez mémorable. Autant que la foule participe au chant et au huée, elle participe aussi à la suspension volontaire de crédulité devant le spectacle qu'il aurait offert. Cette forme de participation, soulignée de manière bien polie par Barthes dans son article qui a inspiré le titre de cette communication, s'appelle, dans le parler de la lutte, le kayfabe. Donc le kayfabe est un espèce de pidgin. En fait, si on inverse, c'est kayfabe, fake. Vous voyez comment est-ce qu'on a inversé les syllabes pour conserver une espèce de forme de mysticisme autour de ça. Le kayfabe est bien présent dans la performance de PCO en tant que Frankenstein, de même que chez le public qui l'admire ou qui le déteste. Mais le kayfabe n'est pas présent dans le texte de Mary Shelley. Ou du moins, on devrait faire quelques torsions au texte pour y arriver. Je laisserai donc le texte fondateur libre de mes mains d'acier, mais je me tournerai maintenant vers le film de 1935 de James Whale, The Bride of Frankenstein, qui comporte ce que je considère comme étant le plus important moment de kayfabe de l'histoire du cinéma d'horreur dans la performance de Elsa Lanchester. La Bride comme kayfabe. Donc, vous vous rappelez du film, au début, Mary Shelley raconte l'histoire de Bride of Frankenstein et est transformée en le personnage. Donc, elle habite à la fois l'identité de la conteur et aussi l'identité de la créature. C'est un des tenants aboutissants du kayfabe tel qu'il nous est exprimé par David Shoemaker, qui est le véritable nom du Masked Man, un journaliste important dans l'histoire de la lutte professionnelle. Il explique que le kayfabe est que the wrestlers' adherence to the big lie, the insistence that the unreal is real, the rule that you don't have to play your character, the rule that you have to play your character all the time, even outside the ring, to make sure you don't ruin it for anyone. Le kayfabe est un des derniers vestiges de la culture de la fête foraine ou du carny culture en culture populaire.
Ce travail sur le vrai-faux ou le faux-vrai est tellement présent que l'on l'utilise maintenant pour se hisser à des postes politiques de renom. Mais dans l'industrie du cash, il fait aussi partie du Hall of Fame de la lutte professionnelle, cette personne non nommée. Je vais juste vous mentionner par la bande. Mais dans l'industrie du catch, elle continue à assurer le bon fonctionnement. C'est ça, autant qu'elle cause des problèmes en politique, dans le catch, le kayfabe est une pièce fondatrice qui est très, très, très importante. Ce qui marque le plus quand on analyse le Frankenstein canadien-français et ses influences, comme le lutteur influencé par le texte de plus de 200 ans, comment il a réussi à actualiser les mises en scène complexes qui évoquent le spectacle du sideshow, lui aussi qui est investi par l'imaginaire du monstre de Frankenstein. Donc le récit, maintenant qui appartient au ring, est un composite d'événements textuels qui s'influencent et qui se répondent, un peu comme si le pied du monstre avait une conversation joyeuse avec son oreille, les deux riant et s'amusant, comme s'ils se connaissent depuis bien longtemps. Merci beaucoup.